Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Cercle de presse. Après avoir reçu des députés péquistes pendant 2 semaines pour faire le tour de la région, on a le contrebalan aujourd'hui avec non seulement le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti libéral, mais également le candidat aux prochaines élections provinciales dans Dubuque, des élections qui pourraient avoir lieu bientôt. Donc, messieurs, bienvenue au Cercle de presse. On va commencer d'abord avec une petite présentation et puis ensuite, comme à l'habitude, vous me faites signe et je prends les questions pour la séance. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être avec nous ce matin. Je commencerai par faire un petit peu d'excuses parce que je sais que d'habitude, vous faites vos réunions le mercredi, on m'a dit. Puis là, il y a eu un changement. Vous avez vu qu'on avait le caucus. En tout cas, j'espère que je n'ai pas trop perturbé vos horaires. Je pense que c'est important d'être ici ce matin. Puis je pense que tous les chefs de parti devraient passer ici. Et pas seulement pendant la campagne électorale. Donc, c'était pour moi une bonne occasion avec Serge de venir vous rencontrer ce matin après un caucus qui a été très fructueux. D'abord, je suis très heureux du signal qu'on a donné en tenant ce caucus au Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de collègues qui n'étaient pas venus dans la région, du moins dans le nord du lac, et ils ont découvert la région. On leur a fait découvrir quelques spécialités locales, mais on a surtout eu des discussions très, très, très productives. Moi, je résumerais la situation actuellement en disant que sous le gouvernement péquiste, on a un Québec qui malheureusement s'appauvrit et se divise. On a plusieurs éléments, des indicateurs qui nous montrent que l'état de l'économie est fort préoccupant. D'abord, l'emploi. On n'a créé que 2 000 emplois au net au Québec pendant qu'il s'en crée 100 000 ailleurs au Canada. L'emploi qui se crée au Québec est un emploi surtout dans le secteur public. Très peu d'emplois créés dans les secteurs privés, alors qu'au Québec, on a une économie de PME, on le sait également dans la région, et clairement, l'emploi est en panne. La croissance économique est donc en panne. On a la moitié de la croissance économique de nos voisins, alors que les autres récupèrent de la grande crise financière. Nous, on est encore sur la petite vitesse. Et puis, bien sûr, si on a moins de croissance économique, les familles s'en aperçoivent. Et au Québec, le revenu disponible des familles stagne. C'est tout lié ensemble. La croissance économique, l'emploi dans le secteur privé, puis le revenu disponible des familles. Récemment, on a eu malheureusement une bonne nouvelle qui est une mauvaise à la fois. Vous avez vu que le gouvernement fédéral a augmenté ses paiements de péréquation pour le Québec. On est tous contents de voir plus de dollars dans les coffres du gouvernement du Québec. Cependant, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'est appauvri davantage par rapport au reste du pays. C'est comme ça que ça marche, la péréquation. Pour la région, bien sûr, ces soucis se traduisent clairement pour les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Mais il y a deux grands dossiers régionaux. Je sais que vous allez pouvoir engager la discussion sur de nombreux sujets, mais il y a 2 dossiers qui m'interpellent ou sur lesquels j'ai beaucoup d'attention actuellement parce que je suis inquiet. Le dossier de la forêt et le dossier de l'aluminium. Le dossier de la forêt, d'abord, il y a les conséquences au Lac-Saint-Jean surtout, puis particulièrement dans le nord du lac, de la perte de certification de l'entreprise Résolu, produits forestiers Résolu. Vous savez qu'une perte de certification a des conséquences sur les commandes, parce que les clients de plus en plus demandent cette certification-là. Et lorsqu'elle n'est pas là, on peut avoir une chute dans le carnet de commande. Qui dit chute dans le carnet de commande dit difficulté dans l'emploi. Et c'est inquiétant. Et il faut que ce gouvernement s'exprime là-dessus. Je n'ai pas vu une seule déclaration de vos 5 députés péquistes, des 3 ministres et de la première ministre sur les conséquences sociales et économiques de ce phénomène-là, qui est lié à 2 autres phénomènes qui sont autour de l'industrie de la forêt chez nous. D'abord, c'est la fameuse question du caribou forestier, là. Puis moi, je vais être très clair, autant sur le caribou forestier que sur les aires protégées. Pour moi, pour nous, la priorité, c'est l'emploi. On ne fera pas de concession d'emploi pour soit la gestion du caribou forestier, soit l'agrandissement des zones protégées en dessous du 49e parallèle. Il faut que ce soit très clair. Nous autres, c'est emploi, emploi avant tout. Puis comme je l'ai dit dans mon discours à l'arrivée à Saint-Félicien avant hier, c'est certain que le caribou forestier, on l'aime puis on veut qu'il se porte mieux, mais le Québécois forestier aussi et sa famille, ça nous préoccupe. Et puis je vais brièvement vous parler du caribou, là, parce que je trouve que ça traîne ce dossier-là. Il n'y a pas de personne au gouvernement qui s'exprime là-dessus. Il y en a 10 000 caribous forestiers au Québec. 7 500 sont au-dessus de la limite nordique, donc de toute façon, ils ne sont pas impliqués dans ce que je viens de vous dire. Toute l'agitation se fait sur les 2 500 qui se trouvent sous la limite nordique, pour lesquels il existe actuellement des mesures de mitigation dans l'exploitation forestière. Il y a un plan fédéral de protection qui a été déposé, avec lequel je pense qu'en général, les gens pouvaient vivre.
Le gouvernement du Québec a décidé d'ajouter un autre plan par-dessus qui est d'une complexité telle que ça met littéralement en jeu des millions de mètres cubes de bois et des milliers d'emplois. Alors pour moi, là, je veux juste du bien aux caribous forestiers. Mais 2500 caribous forestiers, 6 000 emplois forestiers puis des familles, pour moi, le choix est facile. Mais il n'y a pas de choix à faire, c'est pas l'un ou l'autre. Mais c'est pas vrai qu'on va empêcher l'exploitation forestière pour protéger cette espèce-là qui, encore une fois, est répartie également au nord. Donc, caribou forestier, un élément beaucoup plus important. Puis c'est important pour moi d'en parler au caucus parce que les collègues députés qui viennent du sud du Québec, quand on leur dit ça, il y a un enjeu avec le caribou forestier, ils se demandent, bien, voyons, un enjeu avec le caribou forestier. Parles-tu du zoo de Saint-Félicien, là? Non. On parle d'emploi, de job puis de famille. Les aires protégées, c'est également dans le même panier. On sait que le Québec, qui est un leader mondial, fait beaucoup au cours des dernières années, particulièrement sous le gouvernement de M. Charest, pour développer les aires protégées. La question, moi, que je pose, c'est que la région, notre région, elle a assez donné en emploi. Ça a commencé avec la commission Coulombe, les diminutions de capacité forestière, la grande crise forestière, la chute du dollar. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi et même largement aussi bien que moi parce que les conséquences ont été tragiques. Alors moi, je veux bien qu'on continue le programme d'air protégé au Québec parce qu'on est à 8 d'air protégé sous le 49e, puis l'objectif est à 12 %. Mais la région ici, particulièrement le nord du lac, ont assez donné. Moi, je refuse qu'il y ait un ajout d'1 km² d'air protégé au sud de la limite sans une étude d'impact économique et notamment une étude sur l'emploi. Ça n'a plus de bon sens, là. Puis des aires protégées, on peut en ajouter ailleurs au Québec. Il y en a qui proposent des zones riveraines dans les calculs, etc. Il faut trouver une autre solution que d'amputer l'emploi au Québec. Pour moi, là, c'est absolument, absolument capital. Alors, cette question-là, c'est pas un détail. Et je vois M. Cloutier ce matin qui s'exprime sur les aires protégées. Il était temps. On n'avait pas rien entendu. Mais il faut également, outre ce que je viens de dire, établir clairement qu'au sud de la limite nordique, dans notre région, il n'y aura pas d'autres aires soustraites à l'exploitation. Certainement pas du tout sans études économiques puis sans que ça coûte un emploi aux citoyens puis aux familles du Lac-Saint-Jean. Je rappelle que le développement durable, c'est important. On y croit tous. Mais on oublie toujours que dans le développement durable, il y a 3 éléments. Il y a le volet environnemental. Celui-là, on en parle toujours beaucoup, avec raison. Mais il y a 2 autres volets. C'est pas une invention, là, c'est une définition internationale du développement durable. Le volet économique puis le volet social. Bien, si on magane des familles puis des emplois dans la région pour les aires protégées, c'est pas du développement durable. Même chose pour le caribou forestier. Alors ça, c'est la situation actuelle de l'industrie de la forêt. Puis moi, j'interpelle encore une fois vos 5 députés, vos 3 ministres, là, puis la première ministre, qui je crois n'est pas venue vous visiter encore à ma connaissance, de s'exprimer clairement sur cette question-là. Les gens attendent une réponse. Autre dossier, c'est l'aluminium. Puis je voyais le centre de recherche de l'université en venant vous rencontrer. Une belle chose, un bel actif pour le Québec. Puis l'aluminium, actuellement, c'est l'enjeu du coût de l'énergie. Au Québec, pendant des années et des années, on a eu la certitude, et c'était la réalité, que les coûts d'énergie pour les entreprises étaient très compétitifs. Malheureusement, le monde a changé. Le monde a changé de façon massive. Malheureusement, des alumineries s'installent ailleurs dans le monde avec des coûts d'énergie inférieurs à ceux du Québec, malgré le tarif L, le tarif grande puissance qu'on accorde aux entreprises. Alors, Alcoa a sonné l'alarme il y a déjà quelque temps. J'en ai reparlé au cours des derniers jours. C'est à Bécomo. Mais la même chose va se produire ici. Les coûts d'énergie du Québec doivent être compétitifs. Il faut, malgré ce qu'a dit Mme Ouellette il y a quelques mois, qui a fermé la porte à toute négociation en disant que c'était du chantage de la part des entreprises, là, il faut ouvrir la conversation, mais ça ne peut pas être une conversation à sens unique. Il faut que ce soit à double sens. Qu'est-ce qu'on fait pour le tarif L? Qu'est-ce que l'entreprise fait en termes d'engagement, d'investissement et de maintien d'emploi? L'un va avec l'autre. Puis si on me dit que c'est pas possible de toucher au tarif L, je regrette. Ils viennent, tant mieux, là, pour les gens qui vont en bénéficier. Ils viennent d'aller chercher un investissement espagnol auquel ils ont déclaré ou ils ont accordé une réduction de 20 % du tarif L. Là, on dit, c'est pas pareil, c'est des nouvelles jobs. On peut-tu s'occuper des jobs ici aussi? C'est un peu comme... pendant que la maison brûle, on va acheter des nouveaux meubles. C'est un peu le même genre de raisonnement, là. Alors moi, la réponse qu'il y a eu du gouvernement jusqu'à maintenant, de dire que les négociations ne se feront pas, c'est inacceptable.
Il faut que ces conversations-là se fassent. Je rappelle qu'en Amérique du Nord, il y a juste en Colombie-Britannique puis au Québec qui reste des alumineries. Il s'en ouvre en Chine, il s'en ouvre au Golfe Persique, il s'en ouvre partout actuellement. Des alumineries de grande capacité. Je veux pas qu'on perde ça. On ne peut pas avec demain de perdre ça, là. Mais il faut poser des gestes dès maintenant pour continuer notre lancée, sauver l'emploi, puis sauver surtout cette pointe de haute technologie qu'on a au Québec et qu'on a dans la région. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler. Il y a plein d'autres choses dont on voudra parler certainement. La fiscalité du Québec, les PME. Peut-être même vous allez vouloir parler de la charte, ça me fera plaisir. Et puis également du contexte politique. Mais je voulais m'arrêter là parce que je ne voulais pas prendre tout le temps, mais c'est important avec Serge qu'on vous communique l'inquiétude de notre caucus, de notre formation politique pour l'économie et l'emploi au Québec. Merci. Monsieur Simard, un petit mot peut-être? Bien, écoutez, je pense que tout le monde sait comment je suis présent depuis que j'ai perdu mes élections, il faut comprendre. Tout à l'heure, je parlais avec M. Tremblay lorsque je suis arrivé. M. Tremblay, il dit, vous devez avoir hâte des élections. J'ai dit, ça fait 18 mois que j'ai hâte qu'il y ait des élections. Ça fait que voilà, je pense qu'on est actuellement rentré dans une fenêtre possible. Et moi, mon ambition, je vous dirais honnêtement, c'est de développer mon coin de pays, de développer le Saguenay, de développer mon comté. Et Dieu sait comment j'ai mis des efforts. Et encore une fois, je vous ai rencontré à quelques reprises, si mémoire est bonne, à peu près 3 fois dans les dernières années. Et mon ambition, justement, moi, c'est de m'associer avec un nouveau gouvernement libéral majoritaire qui va faire que notre région va se développer. Vous savez, notre région, elle s'est développée en pleine crise économique d'une façon magistrale, encore plus intensément qu'avec un gouvernement péquiste, en économie, je vous dirais, croissante. Donc, il faut s'en rappeler de ça. On a parti avec un taux de chômage. Je me rappelle, j'étais président de la CRE, on se battait avec un taux de chômage de 12,5, 13%. Et en pleine crise économique, le taux de chômage de notre région est descendu à peu près à 7%, du jamais vu depuis plusieurs années. Et depuis que le gouvernement est en hausse, il faut bien se le dire, depuis que le gouvernement est là actuellement, le chômage est en hausse d'une façon très, très importante. Pratiquement bientôt, je vous dirais, 9, tout près de 10. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. On a mis fin au plan Nord. Les gens du Nord qui travaillaient, des gens de notre région, beaucoup, des milliers de travailleurs sont partis du Nord, sont venus remplir le chômage ici avec leur famille. Ça, c'est désolant. C'est pas ça qu'on veut. Et ce qu'on veut, nous, c'est mettre du pain sur la table des familles, s'assurer que les gens gagnent bien leur vie, parce que, vous savez, lorsque l'économie va bien, les familles vivent mieux, les étudiants sont en mesure de mieux s'éduquer, d'aller à l'école, d'avoir de l'argent pour payer leurs études, et véritablement, les patients sont mieux soignés parce qu'on a l'argent pour les soigner. Et en plus, on a tout ce qu'il faut pour payer nos dettes et diminuer, de rétablir l'économie du gouvernement, c'est-à-dire avoir un équilibre budgétaire. Donc, on fait ça quand on relance l'économie. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'intérêt pour les investisseurs, donc créer un climat intéressant, pas de l'insécurité, pas des moratoires, pas de dire, écoutez, nous, ce qu'on veut, là, c'est que si vous venez d'ailleurs, écoutez, vous devez vous habiller comme nous autres, parce qu'on veut rien savoir de vous autres. Hey, on a des problèmes chez nous. C'est pas ça, les problèmes qu'on a. On veut des investisseurs qui vont créer de l'emploi et qui vont créer de la prospérité pour que tout le monde en profite. Et c'est ça, moi, mon ambition. C'est la raison pour laquelle je suis assis à côté de mon chef. Merci beaucoup. Bravo. Vous n'avez pas perdu votre énergie, M. Simon. Vous avez remarqué l'énergie, oui, bien sûr. On en parlait tantôt. Donc, première question de Jean-François Desaulniers de KIC FM. Excusez-moi, oui. J'aimerais savoir, là, vous avez parlé, entre autres, d'aluminium, vous avez parlé d'air protégé.
Mais il y a également un autre dossier dans la région qui est très porteur. M. Simard est bien au fait, le Gros Pot Ferro Atlantica. Est-ce que vous souhaitez interagir dans ce dossier-là? Parce que là, le maire nous dit on avait une entente avec Promotion Saguenay, il est allé en Espagne. On avait une entente, pas capable de démontrer la lettre d'intention comme telle. M. Bédard dit, écoutez, il y a d'autres joueurs, Investissement Québec et dans le dossier aussi, on met quand même 75 millions. Là, on apprend, là, dans les derniers jours, là, que Bécomo serait sur les rangs pour l'obtention de... M. Simard veut se faire élire ici, puis je pense que vous aussi, là. Bécomo est sur les rangs pour l'obtention de l'usine. Enfin, Shawinigan, Bécancour, comment vous souhaitez-vous interagir dans ce dossier-là? On va redire la même chose au gouvernement. L'économie avant tout, puis l'emploi avant tout, puis aller chercher des investissements ailleurs, puis n'oubliez pas de protéger les emplois qui sont ici. Ce projet-là est important. Il y a 2 autres grands projets miniers, vous le savez, dans la région également, qui sont très porteurs. L'agrandissement de la mine Niobec et puis également Ariane Phosphate. Ça aussi, les autres régions seraient intéressées, notamment pour Ariane Phosphate. La Côte-Nord lève la main, là. Alors, il faut que ça bouge rapidement dans ces 3 dossiers-là, entièrement d'accord avec vous. Mais si on comprend ce matin, en regardant du côté de Shawinigan, il semble dire que c'est fait, là, que le deal a été fait, que Ferro Atlantica va s'installer à Shawinigan. Pour les gens de la région, de voir qu'on a 5 députés péquistes et qu'on n'est pas capable d'attirer cette usine-là écoutez, ici. Moi, je vois ça depuis que je suis actif en politique dans la région, là. Tous les dossiers dont je vous ai parlé tantôt, qui sont inquiétants pour les familles, la forêt, l'aluminium, celui dont vous venez de me parler, les 2 projets miniers. J'ai rencontré les syndiqués de l'automobile dans le nord du lac qui sont à leur carte depuis 1 an. Tout ça avec 5 députés au gouvernement, 3 ministres. Et c'est incompréhensible que ce ne soit pas plus actif. Maintenant, entendons-nous, on est content que ça vienne au Québec. On est tous des Québécois, puis au moins c'est au Québec. Mais la région ici doit bien sûr être soutenue par le gouvernement. Puis moi, je vais vous dire bien franchement, moi, je vais être élu député de Roberval, puis je vais être premier ministre du Québec. Puis j'aurais pas de misère à dire que je m'occupe très attentivement du comté de Roberval puis de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme chef du gouvernement. C'est quelque chose qui me causera aucun problème. Prochaine question, Denis Lapierre. Oui, cherchez le micro. Le micro se promène. Denis Lapierre. Un micro-baladeur. Denis Lapierre, suivi de Marc Saint-Hilaire et de Thomas Verville. Okay, Monsieur Couillard, vous avez parlé de l'aluminium. S'il y a une élection prochainement, de toute façon, il y aura une élection, il y a de très fortes chances, au moins 1 sur 2, que le Parti libéral soit au pouvoir au moment où arrivera une échéance très importante pour Rio Tinto Alcan, qui a trait aux investissements promis en 2006 avec l'entente. Là. Oui. Tout indique actuellement que ces investissements-là pourraient être retardés, reportés par rapport à l'échéance qui avait été fixée. Pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons extérieures, comme vous le savez. Il y a des raisons extérieures, il y a des raisons internes. Ouais. Que fait le gouvernement devant cette éventualité-là, devant cette échéance-là? Mais d'abord, il faut parler constamment à l'entreprise, puis être à l'affût de leurs besoins puis de la réalité. Ce qui est très intéressant pour l'aluminium, pour le Québec, parce que tantôt, j'ai exprimé des inquiétudes, puis vous venez d'en exprimer également une autre, mais on a au Québec des avantages également. On a des avantages sur lesquels il faut miser. D'abord, et c'est vrai pour tout le monde, la demande d'aluminium, tout le monde estime qu'avec le petit creux qu'on a actuellement, temporairement, il va y avoir une hausse de la demande dans l'avenir pour l'aluminium. Tout le monde essaie de trouver l'aluminium dans des nouvelles utilisations, que ce soit les pièces automobiles ou ailleurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, qui est reliée à l'énergie également, puis ça, je pense que le gouvernement du Québec doit jouer un rôle actif là-dedans, c'est que nous, on produit l'électricité avec une empreinte de carbone très basse. Puis je n'ai pas besoin de vous dire qu'on arrive dans une ère sur la planète où la question du carbone, la question de combien de carbone que tu prends pour fabriquer ton produit, ça va devenir, comme la certification de la forêt dont je vous parlais tantôt, ça va devenir un élément de compétitif. Alors, le gouvernement du Québec devrait jouer un rôle de leader pour faire incorporer l'empreinte de carbone dans l'évaluation des coûts et dans l'offre d'aluminium sur le marché. Donc, ça va également avec les investissements requis. Oui, mais croyez-vous vraiment, vous parlez de carbone, croyez-vous vraiment que ça va jouer dans l'histoire avec les États-Unis qui développent le gaz de schiste, avec la Chine qui développe ses alumineries au charbon, avec le Moyen-Orient, on en a parlé. Oui. Bref, on est loin de s'enligner vers une importance accrue pour l'empreinte carbone. Là. Mais moi, je vais vous dire, j'ai rencontré les dirigeants de Rio Tinto. Et ces personnes m'ont dit qu'effectivement, dans leurs décisions mondiales, ils s'attendent à ce que le carbone devienne un point important et ils prennent des décisions
pas entièrement basé sur ça, mais basé sur ça. C'est pour ça que le Québec demeure attrayant pour eux. Et également la qualité de la main-d'œuvre et l'expérience qu'on a développée dans la région. Ça, de refaire ça ailleurs, c'est long. Mais vous avez raison, il s'en fait en Chine. Il s'en fait même dans les pays du Golfe Persique, des alumineries maintenant. Pourquoi? Parce qu'eux autres produisent l'électricité avec du pétrole qui leur coûte pas grand-chose. Mais ça, en termes d'empreinte du carbone, c'est majeur. Alors moi, je suis pas pessimiste, là. C'est pas vrai qu'on va perdre l'industrie de l'aluminium, mais il faut poser des gestes dès maintenant pour que le gouvernement s'engage là, pour accompagner l'industrie puis surtout la représenter à l'international. Toute cette question-là du carbone qu'on vient de discuter dans l'aluminium, ça prend un gouvernement qui va à l'étranger, qui explique aux investisseurs, parce que de plus en plus, les fonds d'investissement en particulier regardent ces questions d'environnement puis de gestion de développement durable. Nous autres, au Québec, on produit de l'aluminium avec une empreinte de carbone inférieure à tout ce qui existe ailleurs. C'est pas demain que tout ça va changer, vous avez raison, mais je peux vous dire que déjà, les décisions se prennent dans cette direction-là. Marc Saint-Hilaire, suivi de Thomas Verville. Bon matin, M. Couillard. Bon matin. Les chefs libéraux qui vous ont précédé, je pense à Robert Bourassa avec la baie James, Jean Charest avec le Plan Nord, ont toujours eu un genre de gros projet à véhiculer ou pour avancer, pour faire avancer le Québec lors des périodes électorales. Puis bon, j'aimerais savoir, vous, M. Couillard, le véhicule que vous allez utiliser advenant une campagne en mars, ça serait quoi? Bien, je vais vous en parler dans un instant. Les hydrocarbures. On a effectivement un grand projet que je vais d'ailleurs dévoiler au cours des prochaines semaines. Est-ce que vous pourriez le dévoiler au cours des prochaines minutes? Je vais vous en donner le titre. Mais je ne vous en parlerai pas de façon plus détaillée. Il faut quand même garder des événements pour l'avenir. Là. Mais je dirais cependant, avant de parler de grands projets, que moi, je veux présenter avec mon équipe un programme électoral pour les familles et pour le monde, qui comprennent ce que ça veut dire pour eux autres. La façon dont j'ai demandé à l'équipe d'aborder le programme, j'ai dit, nommez-moi un problème du monde, vérifiez que le problème existe. Il n'y a rien de pire qu'inventer un problème. On le voit avec la charte. Là. Montrez-moi un vrai problème, on voit une solution. Par exemple, les jeunes familles ont de la difficulté à acheter leur première maison. Ça devient de plus en plus important au Québec. On va avoir une solution. Les personnes retraitées dans leur maison ont de la difficulté à rencontrer leur fardeau de taxation. Ils sont parfois obligés de quitter leur maison uniquement pour cette raison-là. On va parler de ça également. Alors, il y aura beaucoup d'éléments dans notre programme qui vont être excessivement concrets dans le quotidien du monde. Bon. Maintenant, ça prend également des grands projets mobilisateurs pour une société. Alors, le Plan Nord, il a la signature de Jean Charest, puis je ne prétends pas y enlever. Mais par contre, je vais le remettre en vie. Pas M. Charest, le Plan Nord. Parce que le Plan Nord, il a été littéralement tué. Il y a un élément qui est un exemple, vous allez dire c'est un détail, mais ça indique toute l'approche de ce gouvernement-là. Dans le Plan Nord, dans la fabrication du Plan Nord, il y avait un organisme qui s'appelait la Société du Plan Nord, qui était extérieur au gouvernement, c'était important, qui réunissait tous les partenaires industriels, autochtones, etc., autour de la table pour planifier le développement. Ça a été aboli, puis ça a été ramené comme un bureau du ministère au gouvernement. Alors là, vous venez de voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Rien. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'initiative locale, il n'y a plus d'enthousiasme. Alors, le Plan Nord, on va le reprendre. Ça veut dire des choses concrètes en passant pour la Côte-Nord. Il faut désenclaver la fosse du Labrador, où il y a le fer. Ça prend une voie ferrée. Ça prend le fait d'acheminer le gaz naturel sur la Côte-Nord. C'est ça, je vous donne des éléments du Plan Nord. On va appeler ça le Plan Nord Plus, mais en fait, ça va être le Plan Nord. Avec ça, puis là, au début, vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir pour notre région? Vous allez voir que ça a beaucoup plus à voir pour votre région qu'on pense initialement. On va ajouter une stratégie maritime. On a la chance au Québec d'avoir accès au monde entier et de donner accès au monde entier au cœur de l'Amérique du Nord, une grande ville comme Chicago, par exemple, à travers le Golfe, nos installations portuaires, le fleuve, la voie maritime. Et puis ça, c'est pas juste à l'est, en Gaspésie, sur le bord de la mer. Tout le long du Québec, on en bénéficie, dont vous autres ici, avec la baie, bien sûr, l'acheminement des marchandises par bateau. Les infrastructures qu'il faut rehausser. On a, avec le dernier gouvernement, fait la desserte ferroviaire là, pour acheminer davantage les choses dans les bateaux de transport. Les croisières pour l'industrie touristique. Mais ça part du Golfe, ça s'en va jusqu'au cœur du Québec, avec des pôles logistiques, des façons d'améliorer le transport des marchandises, la modernisation des technologies, des nouvelles infrastructures, la formation de la main-d'œuvre dans le domaine maritime. Alors ça va être un élément qu'on va présenter bientôt, avec plus de détails, dont on reparlera durant la campagne électorale. Vous savez que c'est moins long d'acheminer
une marchandise à Chicago en passant par le fleuve, la voie maritime, que par l'est des États-Unis puis le train. C'est moins long, ça coûte moins cher. Donc, il faut qu'on mise sur cette affaire-là, sur cet atout extraordinaire-là. Mais je répète que notre programme électoral va comprendre ces grands éléments de vision. Puis en passant, les hydrocarbures, nous, on veut les exploiter, on l'a déjà dit, là. Mais ça va être également un programme pour le monde. Moi, ce que je remarque, c'est que des fois, en politique, on a tendance à lancer des chiffres en l'air qui ne veulent pas dire grand-chose. Tu sais, si je dis, par exemple, cette année, on a un déficit au Québec autour de 2,5 milliards. C'est très difficile pour un citoyen de 1 milliard, tu sais. Je pense pas jamais voir ça de ma vie, moi, 1 milliard. Je ne sais pas vous autres, là, mais c'est quelque chose de théorique. Mais quand on explique, comme dit Serge tantôt, que si tu es en déséquilibre financier, tu ne peux plus soigner, tu peux moins éduquer, tu peux moins prendre soin des aînés, puis tu peux moins réduire ta dette, là, on dit « Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. » Si vous divisez le déficit par le nombre de travailleurs, là, ça veut dire quelque chose pour le monde directement. Alors, dans notre programme, je vous le dis, là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses excessivement concrètes pour le monde. Où les gens disent « Oui, c'est vrai que c'est un problème qu'on a. » Puis voici la réponse qui est proposée. Puis il y aura ce grand projet également dont je viens de vous parler. Le plan Nord Plus. Et la stratégie maritime. Et la stratégie maritime. Alors, Thomas Verville, suivi de Bertrand Tremblay et de François Saint-Gelais. Monsieur Couillard, Pardon. concernant je connais pas tout, il faut que je cherche Oui, qui voilà. prend la parole. concernant la volonté du gouvernement de hausser les tarifs des garderies à 7 le tarif qui est gelé depuis 2004, quelle est votre opinion par rapport à ça? Donc, depuis 2004, c'est le gouvernement de Jean Charest qui a laissé les tarifs gelés depuis ce temps-là. Donc, Vous vous souviendrez qu'on est arrivé avec un gel à 5 qu'on a augmenté à 7 Moi, les gels, là, je trouve que c'est une très mauvaise habitude dans l'administration publique. Évidemment, c'est populaire 1 an, 2 ans. Les gens aiment ça, ça n'augmente pas. Quoique tout augmente dans la vie, là. Tu sais, le litre de lait à 1,80 là, il va être un peu plus cher l'année prochaine, là. Par contre, la garderie, je pense qu'il faut les indexer. Nous, notre position, ça a toujours été ça. C'est pas nouveau, là, on l'a déjà dit. L'indexation. Pourquoi il ne faut pas geler les affaires? Parce que quand tu gèles, tu donnes l'illusion au monde que les coûts n'augmentent pas. Or, les coûts n'augmentent tout le temps. Puis le jour que tu te rends compte que là, ça ne marche plus, là, tu es obligé de faire une augmentation importante d'un seul coup, alors que les gens, franchement, réalisent et comprennent que chaque année, les choses doivent augmenter selon le coût de la vie. Alors, pour nous, c'est la solution. Il faut également donner du choix aux parents. Il y a le modèle CPE qui est très bien. On fait envie à bien du monde au Québec avec nos services de garde. Puis on sait qu'économiquement, ça a été valide et valable pour les femmes pour l'entrée sur le marché du travail. Mais une autre solution pour les parents, bien, c'est la garderie en milieu familial, ou bien c'est la garderie privée en utilisant le crédit d'impôt. Nous, on veut que les parents aient du choix, et qu'il y ait des choix devant eux. On en reparlera durant la campagne électorale. Prochaine question, Bertrand Tremblay. Monsieur Couillard, comment allez-vous contrer la stratégie de Greenpeace qui se sert de la forêt boréale et des phoques aux îles de la Madeleine pour ces grandes campagnes de levée de fonds aux États-Unis? C'est beau de voir des phoques. Ouais. À l'heure actuelle, on reproduit encore des bébés phoques, puis on n'a plus le droit depuis 10 ans. Ouais. Et puis on présente encore de la forêt complètement rasée alors que ça n'existe plus. Il n'y a plus de... Ouais. Moi, je vais vous dire, comme bien les Québécois, je suis pas mal tanné de ça, là. Parce que là, on a parlé de la forêt boréale. Vous venez de parler de la chasse aux phoques aux îles de la Madeleine. C'est du monde comme ici qui vivent de ça là-bas, puis qui en avait fait un gagne-pain puis une habitude. Puis de se faire dire que c'est épouvantable alors qu'on est rendu à 10 ou 12 millions de phoques dans le golfe du Saint-Laurent, là, quelque chose ne marche pas, là. C'est la même chose avec les hydrocarbures. Alors, il faut dire un instant, là, oui, le développement durable, mais je répète, 3 éléments de développement durable. L'environnement, l'économie puis le social. Fait qu'il faut toujours avoir les 3 au rendez-vous. Alors, ce que fait le gouvernement, ce que doit faire le gouvernement, là, bien sûr, c'est d'exprimer son souci pour le développement durable et l'environnement, puis le Québec a fait beaucoup pour ça. Mais c'est également de faire des représentations directes. Moi, la certification de Résolu, pourquoi ça m'inquiète? C'est pas pour Résolu. Résolu, c'est une grande entreprise, ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes. Mais s'ils perdent leur certification de façon permanente, puis qu'on n'a pas de commande de bois, de produits du bois, bien, vous savez ce qui va arriver aux emplois. Alors, je pense, il faut le dire publiquement, parce que des fois, on a l'impression que le PQ est un peu menotté par ces groupes-là, un peu beaucoup. Hein? Alors, il ne faut pas dire ça, ça va les impatienter ou les incommoder. Moi, je regrette quelqu'un qui vient parler d'environnement avec moi, puis qui n'est pas préoccupé que c'est pas grave s'il y a des jobs de perdus, la conversation n'est pas longue. Parce que ce qui est déprimant, puis même à la limite insultant parfois pour le monde, de notre région, puis d'ailleurs, parler des îles, c'est pareil, là. C'est qu'on se fait dire, ben c'est pas grave, vous trouverez d'autres jobs.
Ah oui? Quel job? Par rapport à celle qu'on a maintenant. Puis nos familles également. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas contre le développement durable, loin de là. Je suis pour la lutte sur les changements climatiques, absolument. Mais je veux qu'on se souvienne toujours des gens et des familles. Dans l'environnement, il y a la famille québécoise aussi. Ça, je ne veux pas qu'on oublie ça. Prochaine question. François Saint-Gelais, suivi de Denis Lapierre. Vos propositions en matière d'économie sont très, très, très précises et très, très calquées sur les réalités de la région, ça, c'est clair. Par rapport à ça, j'aimerais, vous entendre au niveau des crédits d'impôt pour les régions ressources. Mm-hmm. C'est un programme ici qui a fonctionné pendant de belles années, qui maintenant, les crédits sont soit éteints, soit en voie de s'éteindre, mais ça a donné quand même des résultats concrets pour les équipementiers, pour les manufacturiers d'ici qui pouvaient faire jeu égal avec le reste du continent. Ouais. À travers toute votre vision, où se situe justement, où vous situez-vous par rapport à ces crédits d'impôt-là? Est-ce qu'ils ont encore une place à travers tout? Alors, vous savez que c'est un dossier qui a amené beaucoup de divisions au Québec. Je peux vous dire, moi-même, dans notre groupe parlementaire, on avait des représentants des populations des régions centrales, d'autres de régions ressources. Ça a été déchirant comme débat, parce que les gens y voyaient une concurrence déloyale. Alors, ça a évolué. Ça a commencé par des crédits sur la main-d'œuvre, et ça, les gens trouvaient que ça créait un environnement dysfonctionnel. Ça a été modifié pour des crédits à l'investissement. C'est la formule qui existe actuellement. Moi, j'ai tendance, dans ma formation et la façon dont je vois les choses, à aller à la racine du problème. C'est quoi le problème d'un entrepreneur du Lac-Saint-Jean, par exemple, une PME, de l'Olbo Oxygène, puis des belles entreprises comme ça, pour envoyer son produit? C'est quoi qui le différencie de quelqu'un qui est, disons, dans le centre du Québec? Bien, c'est la distance. Donc, à notre avis, il faut améliorer l'aide pour l'accès au marché puis l'exportation. Parce qu'il n'y a personne qui pourra contester que pour un entrepreneur de chez nous, c'est plus coûteux d'accéder au marché puis d'exporter sa marchandise que pour un autre. Donc, c'est ça, le terrain de jeu égalisé, pour moi, il est là. Mais l'évolution, quand même, a corrigé certains défauts, mais il y a d'autres façons que ces anciennes façons-là également de faire face au défi, qui est le défi d'accès au marché, selon moi. Je vais m'en permettre une pour M. Simard. M. Simard, à la baie, ces temps-ci, le mot qui est dans toutes les bouches, c'est fermeture. Fermeture de commerce qui n'en finissent plus, là, semaine après semaine, on apprend. On pensait que 10 ans après la fermeture de l'Abitibi-Console, qu'on réussissait tranquillement pas vite à se remettre sur pied. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez élu là, aux prochaines élections? Quel projet pourrait être mobilisateur pour la baie? D'abord, premièrement, il y a un parc industriel à la baie qui est un parc qui est à peu près vide, là, beaucoup d'espace, mais peu d'entreprises. Donc, vous comprendrez que lorsqu'une économie va bien, moi, ma plus belle... ce qui me fait le plus chaud au cœur quand je passe là, sur le boulevard en avant de la base, c'est quand j'arrive là où était MDF, qui, soit dit en passant, a fermé quelques jours après la console, 125 emplois, et puis une belle grande bâtisse flambant neuve avec plus rien dedans. Quand je vois des autos stationnées, ça, là, pour moi, c'est important. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de créer une économie intéressante, florissante, pour que des entreprises puissent s'installer là où il y a une rail de chemin de fer, parce qu'il y a une rail de chemin de fer dans le Transfoparc, et s'assurer que le Transfoparc, lui, en travaillant avec la municipalité, puisse se remplir, parce que le Transfoparc, dites-vous une chose, là, c'est le seul endroit où tu vas pouvoir transporter, à même le train ou encore les camions, de la fabrication qui est hors de proportion, OK? C'est le seul endroit où tu peux le transporter au port de mer. Si tu veux partir avec une transformation, une grosse transformation à grand gabarit du Lac-Saint-Jean, tu ne peux pas faire ça. De Jonquière, tu ne peux pas faire ça. Faut que tu passes par la route. Il y a des ponts, il y a des... donc, à partir de là, c'est dans le Transfoparc que tu ailles. Ça, il faut absolument que la baie se mobilise pour ça et que la ville soit préoccupée par ça. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais là, j'ai travaillé pour la construction de l'autoroute, moi. OK? J'ai même fait investir 50 millions de dollars. Puis on m'a dit, c'est des ponts dans le milieu des champs, etc. Mais sauf qu'on avait tout déboisé, puis on a construit les infrastructures nécessaires. Justement, pourquoi? Parce que c'est important pour le développement du Transfoparc, le développement de la baie. Tout ça est soutenu par le fait que, également, j'ai demandé au ministère des Transports dans ce temps-là
de s'assurer que la ligne Bagotte, là, c'est-à-dire, vous savez, tout ce qui mène à Grand-Anse, là, puis l'autoroute, on le sait, elle va aller à la baie, de s'assurer qu'on puisse passer au-dessus, pas qu'on aille me faire un pont là où il n'y a plus rien qui passe. On va bloquer le développement de la baie. Donc, ça prend un tunnel qui va permettre de traverser les transformations de grand gabarit pour le développement du Transfoparc. Il faut avoir de la vision, et il faut s'assurer qu'il y a encore des entreprises qui aient le goût de s'installer dans cet arrondissement-là. Oui, le tourisme, moi j'y suis. J'étais là aussi quand on a travaillé pour avoir les grands bateaux, OK? Et on avait tous cette vision-là comme arrondissement. On a réussi parce que M. le maire Tremblay a mis beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'il trouvait que c'était un projet intéressant. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a une transformation au niveau de la baie. Il y a beaucoup de choses de fait, mais il y a encore beaucoup de projets à la baie au niveau touristique. Mais également, c'est pas le tourisme nécessairement là où il y a les plus grands salaires, ce sont dans l'industrie de transformation, dans l'industrie de construction. Et c'est pourquoi on a un beau parc industriel. Il faut absolument s'en servir pour que les gens veuillent et encore aient le goût de venir rester à la baie et que nécessairement ils vont être capables de gagner leur vie également. C'est une grande réponse, mais ça explique la vision que j'ai pour mon comté. On pourra parler de Saint-Fulgence, on pourra parler aussi du côté nord, mais vous me parlez de la baie, je vous donne la vision que j'ai pour la baie. Merci, M. Simard. Prochaine question, Denis Lapierre, suivi de Gilbert Savard. Je reviens avec ma question tout à l'heure. Je vais y aller avec une question plus précise. 2017, Rio Tinto Alcan n'a pas fait encore d'annonce concernant la poursuite soit du projet AP60 ou l'agrandissement de la luminerie d'Alma, tel que le prévoit l'entente de 2006, négociée d'ailleurs avec le gouvernement libéral. M. Bachand. Qu'est-ce que vous faites? Ben d'abord, vous faites jouer les pénalités qui sont prévues dans l'entente, vous rappelez les prêts qui ont été faits, ou vous négociez encore des prolongations possibles avec Rio Tinto Alcan pour que ces investissements-là puissent se faire à une date ultérieure qui pourrait nous ramener en 2020 ou tout se réunit encore une fois. D'abord, on s'arrange pour ne pas se rendre à ça. Parce que là, vous dites, qu'est-ce qui arrive s'ils ne font pas d'investissement en 2017? On a le temps maintenant d'intervenir avec eux pour s'assurer qu'ils sont sur la voie de l'investissement. Et puis, ils vont répondre à ça. Moi, je ne suis pas eux autres, puis je ne suis pas là pour défendre l'entreprise, mais les travailleurs, là, puis les familles. Les gens, ils vont dire tout de suite, OK, on va parler de l'énergie, on va parler de nos coûts, on va parler de notre compétitivité. C'est pour ça que quand on se fait dire par les journaux, par la ministre de l'Énergie, il n'y en aura pas de discussion, la porte est fermée, puis c'est du chantage des entreprises, ça commence bien mal, les réunions de conseil d'administration, pour décider de confirmer les investissements qui étaient prévus. Je peux vous dire, là, c'est nerveux des actionnaires, puis des millions de dollars, puis des conseils d'administration. Et puis, c'est des choses précises, mais c'est également une impression d'accueil. C'est une impression que tu as un gouvernement qui n'est pas à l'écoute de l'entreprise pour l'aider à créer de l'emploi. Il n'y en aura pas. Il va toujours avoir une raison pour que ça ne se produise pas. Fait que je n'essaie pas de défiler à votre question. Je ne veux pas que ça arrive là. Alors, il y a une augmentation de la demande en aluminium qui va se faire. L'empreinte du carbone, on pourrait s'allier à Rio Tinto, d'ailleurs, pour en faire la promotion dans le monde entier. C'est dans leur intérêt également de développer une image corporative d'une entreprise qui fait des choix qui sont neutres sur le plan du carbone. Et avec ça, je pense qu'on va arriver à une situation où on n'aura pas besoin d'utiliser les pénalités ou les dispositions dont vous parlez. Mais encore faut-il qu'il y ait des portes ouvertes puis qu'on se parle. D'après ce que j'entends ou ce que je lis, il n'y a pas grande conversation actuellement. Monsieur Savard. Oui. M. Couillard, comment est-ce que vous vous préparez pour la prochaine campagne électorale? Elle n'est peut-être pas si loin que ça, là, finalement. Ouais. Là. Vous projetez une image du bon garçon, tout doux, avec plein de projets, oui, mais vous savez très bien que la politique au Québec, ça marche beaucoup plus sur l'agressivité, sur le punch, etc. Dès hier, encore hier, je dis, je voudrais le dire, il y a 4 ministres du gouvernement actuel qui sont sortis contre vous, alors que votre adversaire ne semble pas sur la patinoire. Vous semblez tout seul sur votre patinoire, sur votre bout de patinoire. L'autre bout, il y a la Ligue des vedettes qui frappe contre vous, etc.
Comment est-ce que vous préparez? Est-ce que vous avez l'intention de répondre à brûle pour point aux attaques qu'on vous fera, ou bien si vous avez l'intention de prendre le leadership de cette campagne-là pour ne pas toujours être en désavantage numérique, sur la défensive, simplement? Alors, moi, je suis quelqu'un de poli. Oui, je sais. Mais je suis pas mal plus tough que le monde, que certains disent. Si je me suis rendu où je suis devant vous aujourd'hui, là, ben, j'en ai traversé des montagnes, j'en ai traversé des petites tempêtes dans tous les secteurs. Puis ça va être encore le cas. Puis je vais aller au-devant, puis je vais bien sûr critiquer le gouvernement, puis je vais proposer, mais moi, j'insulte jamais les personnes. Je me suis fait une règle d'or dans la vie, là, de ne pas faire ça jamais. Maintenant, je vous ferai remarquer, puis j'invite la population à comparer. Je voyais d'ailleurs le rapport de votre rencontre avec nos collègues du Parti québécois qui a eu lieu il y a quelques semaines, où on dit, bien là, nous, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce que des fois que vous nous poseriez une question embêtante, bien, j'ai pas été préparé, puis je pourrais faire une erreur, puis ça va me gagner ma journée. Je pense que je les cite à peu près correctement. Je me souviens pas d'avoir vu Mme Marois ici. Du moins pas récemment. Moi, est-ce que je vous ai dit qu'il y a des sujets dont je ne veux pas parler? Je parle de tout. Je parle correctement, puis posément, mais quand il faut se choquer, je me choque. Mais je parle clairement également du genre de société qu'on veut offrir au Québec. Je l'ai dit à Saint-Félicien. Tu sais, des fois, le monde dit, bien, les politiciens, vous êtes tous pareils, un ou l'autre, dans le fond, ça ne change rien. Bien là, il y a un choix de société qui est très net devant nous au Québec. D'un côté, un Québec qui est prospère, qui est confiant, qui est ouvert, qui va vers l'avant. D'un autre côté, un Québec qui se rétrécit, qui se replie, puis qui s'appauvrit. Alors, c'est ça qu'on va mettre devant les Québécois, puis on va le mettre très fermement, avec des engagements précis. Maintenant, je vais avoir 57 ans, là. Pas si vieux que ça, quand même, mais je ne changerai pas la personne que je suis, là. Il y a des choses que j'ai en moi qui ne seront pas changées. La façon dont je fais les choses, elle va demeurer dans mon comportement la même. Mais oui, on va être dur, puis on va critiquer, puis on va, bien sûr, critiquer le gouvernement, mais le monde, là, à la maison, là, c'est un peu comme les batailles au hockey. Là, tu regardes une partie de hockey, puis à un moment donné, une bataille, OK, c'est le fun. Puis une autre, que tu fermes la TV ou que tu changes de poste. Alors oui, il faut critiquer les autres, puis on va le faire. Mais il faut également avoir des propositions. J'en ai donné quelques exemples, mais elles seront encore plus précises lors de la campagne électorale. Puis le reste, bien, c'est les citoyens qui décideront. Aussi posé que vous l'avez habituellement? Bien, parfois, je vais vous dire, je peux me faire choquer un petit peu. Donne-nous donc un Je vais vous donner un exemple. Bien, regarde, je vais vous donner un exemple. Quand j'entends M. Drainville dire que parce qu'on s'oppose à la façon dont ils abordent la charte, là, on ne veut pas défendre l'identité du Québec, bien, ma réponse est foutaise. Si on est rendu à penser qu'au Québec, notre identité va se renforcer en faisant de la discrimination, en interdisant aux gens de vivre ensemble et de se côtoyer au travail, les femmes particulièrement, si on est rendu à penser que notre identité québécoise dépend de ça, on n'a pas une très bonne opinion de notre identité. Elle est pas mal plus forte que ça, l'identité québécoise. Alors ça, c'est le genre de choses qui viennent me chercher, que j'aime pas entendre. Ou également de se faire dire par ce gouvernement-là qui dit qu'il veut éloigner la religion de l'espace public, mais qui se comporte souvent comme le clergé, là. Ça, c'est un bon Québécois. Ça, c'est pas un bon Québécois. Ça, c'est un moyen bon Québécois. D'après qu'on pense comme eux ou qu'on pense pas comme eux. Ça a toujours été comme ça, ce parti-là. Ça aussi, j'aime pas ça. Maintenant, sur les orientations... Oui, mais regarde, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui. Bon. Si je me mets à hurler, allez-vous moins bien comprendre ou mieux comprendre? Bon, je pense que la réponse est que vous allez moins bien comprendre. Vous allez dire qu'il s'est mis à crier tout d'un coup. Par contre, puis, tu sais, à l'Assemblée nationale, j'ai hâte d'y aller. En passant, ça commence le 11, là. Je vais poser mes questions à ma façon. Mais elles vont être précises, les questions. Et puis, on verra qui répond et qui ne répond pas. Vous avez hâte de faire votre entrée? J'aimais ça, mes 5 ans en politique. J'aimais beaucoup l'Assemblée nationale. Bon, période de questions, c'est particulier. Là. C'est un élément de la journée parmi d'autres. Mais le travail législatif, c'est là que le Québec se construit. Hein. Moi, j'aimerais savoir, ça me questionne tout le temps, quand est-ce que vous avez décidé, là, dans votre vie, à quel âge, que vous avez dit, moi, je vais devenir premier ministre? J'ai jamais vu ça de même. J'ai jamais vu ça comme ça. Là, je veux l'être, puis je sais que je vais l'être parce que je vais gagner l'élection avec l'équipe que j'ai puis le programme qu'on va avoir. Mais j'ai jamais eu ce plan-là là, au cours des années. J'ai toujours voulu faire le maximum de choses intéressantes possibles puis le maximum de contributions à la société possible. Alors, ça m'amène où je suis devant vous maintenant.
Je me suis d'abord fait élire chef de mon parti. Je suis chef de l'opposition officielle, qui est un rôle important, mais je ne veux pas le jouer trop longtemps non plus. Et puis, je deviendrai premier ministre du gouvernement du Québec avec un gouvernement très compétent. Mais il y a des choses, moi, qui m'ont marqué, puis je lis beaucoup, puis j'essaie de pas trop en parler, là, mais il y a un ancien qui a dit « Une vie humaine, là, il faut que ça laisse plus de traces que l'écume sur la mer ou la fumée dans le ciel. » Quand tu quittes la planète, on va tous y arriver un jour ou l'autre, il faut que toi-même, tu regardes en arrière en disant, bien, il y a des traces dans la société qui portent ma signature, puis que les autres le disent un peu aussi, outre ta famille, bien sûr. Alors, moi, c'est ça qui me motive. Le Québec, c'est une maison qu'on construit brique par brique depuis 400 ans. Et moi, je veux mettre ma rangée de briques. C'est pour ça que je suis en politique. Bertrand Tremblay. Continuons sur le plan national. Oui. Il y a une commission d'enquête à l'heure actuelle, évidemment, qui fait beaucoup de bruit, qui retient l'intérêt. Est-ce que votre parti, par exemple, a maintenant suffisamment encaissé d'argent pour la prochaine campagne électorale? Pourquoi vous faites un lien entre ça et la comment est-ce que vous financeriez comment est-ce que vous percevez un financement politique qui serait hors des critiques à l'heure actuelle, enfin, de tout le problème, le scandale qui semble... Bien, on est là maintenant. Évidemment, cette commission-là est très utile pour le Québec parce qu'elle nous montre des choses qui n'auraient pas dû être faites, mais des pratiques qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Puis de le montrer, c'est bon. Mais il faut réaliser qu'il y a beaucoup de choses dont on entend parler qui n'existent plus. Il a vous cité le financement politique. Moi, je suis très, très content de revenir dans un environnement politique où le financement se fait à coût de 100 $ maximum auprès des citoyens. C'est donc plus agréable comme contexte. Alors, pour répondre à votre question sur nos ressources financières, oui, on a l'argent pour la prochaine campagne électorale pour la faire correctement puis de façon efficace. Puis notre programme de financement, il se met en place, puis il fonctionne. Il a fallu changer les habitudes. Le financement populaire, il faut l'apprendre à le faire comme il faut. Il faut appeler le monde. Il y a quelqu'un de notre caucus qui est bien expérimenté là-dedans, qui nous a fait une présentation, puis il a dit une grande vérité. Tu n'auras jamais plus de contributions que ce que tu as demandé. Fait qu'il faut demander, il faut écrire aux gens, il faut leur téléphoner, il faut les rencontrer. Puis un 20$, c'est aussi bon qu'un 40$, puis un 100$. Alors moi, je suis très content qu'on soit dans cette ambiance-là. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le Québec. Puis n'oubliez pas que l'envers de ça, c'est qu'une partie du financement des partis qui vient maintenant des fonds publics. Donc, il y a les fonds publics et il y a les contributions directes. L'un dans l'autre, on a ce qu'il faut pour la campagne. Denis Lapierre. Vous avez parlé de votre manière et de la manière, j'imagine, de la manière que vous voulez insuffler au parti, sauf que durant la rencontre de cette semaine, on a vu quelques-uns de vos collaborateurs autour faire quelques déclarations quand même assez fracassantes. On a eu Mme Boulay, on a vu Yves Bolduc, qui vous a succédé d'ailleurs au ministère de la Santé, on se souviendra. Faire une déclaration concernant une supposée rumeur de fusion d'établissements de santé qui finalement, semble-t-il, il semblait être le seul à l'avoir entendu. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater en allant aux sources après la sortie de cette nouvelle-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de façon d'agir-là, de cette façon intempestive de tenter de susciter une controverse qui, finalement, s'est éteinte d'elle-même? OK. Alors, je vais y aller sur les deux éléments. D'abord, le style d'agressivité ou non. Moi, je veux avoir du monde agressif autour de moi. Là. Je ne fais pas d'imposer ma façon de faire à tout le monde de mon groupe. Ça prend différentes façons de faire dans un groupe politique. On vient de parler de la commission Charbonneau. Moi, je trouve ça inacceptable que Mme Marois n'ait pas encore clairement expliqué, parce qu'il y a eu d'autres éléments qui se sont ajoutés, puis on va en parler aujourd'hui. Plus tard dans la journée, des membres de notre parti vont parler de ça encore. Cette fameuse transaction, le deal, là, puis Mme Zakaïb. Moi, je dis au monde, là, imaginez pour un instant que ce serait quelqu'un du Parti libéral du Québec. Imaginez le traitement qu'on aurait dans les médias, puis le retentissement. Moi, tout ce que je demande dans ces questions-là, là, c'est les standards soient les mêmes. Qu'on critique les partis politiques de la même façon, avec la même intensité, puis surtout que les leaders politiques aient la même transparence puis les mêmes habitudes. Maintenant, sur Yves Bolduc et sa déclaration, j'en ai parlé avec Yves au cours du caucus, puis écoutez, il est clair qu'il y a toujours des plans au ministère. J'ai été au ministère de la Santé 5 ans et demi, là. Il y a toujours quelqu'un dans un bureau qui fait un plan. Alors, je serais fort surpris qu'il n'y ait pas de fumée sans feu, là. Maintenant, est-ce que ça a été communiqué aux gens du terrain? Ça, c'est une autre chose. Moi, j'ai entendu ce matin le DG de notre C3S, Domaine du Roy, qui dit qu'il n'a pas entendu parler. Tant mieux.
Mais de penser que c'est pas dans l'air, que c'est pas possible, que quelqu'un ne fait pas de plan là-dessus, je pense qu'il faut quand même rester aux aguets. Alors, on va rester aux aguets. Est-ce que c'est pour avoir l'air tough, justement, que vous avez montré la porte à Mme Ouda Pépin? Alors, je n'ai pas montré la porte à Mme Ouda Pépin. Elle a décidé elle-même de partir. Le mot « exclusion » n'a jamais été prononcé. On lui a demandé de se rallier, comme dans toutes les formations politiques, à une position du caucus et de la formation politique. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y a pas de parti politique, puis il n'y a pas d'action politique. Si ça devient une succession de jeux solo à gauche, à droite sur les différents enjeux, là, ça va être bien agréable pour les médias, parce qu'il y aura toutes sortes d'histoires sur toutes sortes de positions d'un parti. Mais c'est pas ça qui fait une action politique efficace. Moi, je vais être bien clair, là. La politique, c'est comme ça que je veux qu'elle soit faite. On débat ensemble, avec franchise, puis je peux vous dire qu'on a des bonnes discussions dans le caucus. Puis une fois qu'on est arrivé à une décision collective, là, le choix est clair. On se rallie ou on quitte. Mme Ouda Pépin a décidé de quitter. C'est pas la première fois que ça arrive dans un parti politique. C'est déjà arrivé dans d'autres formations politiques. Mme Marois, elle a perdu 4 députés sur le stade de Québec. Bon, c'est les choses qui se produisent à l'occasion. Il y a une exception que j'ai faite à ça, c'est d'autoriser ou de permettre, prenez le mot qui vous convient, un vote de conscience sur le projet de loi pour les soins de fin de vie. Parce que là, on est dans un enjeu tellement personnel. On peut tous se dire, avec un petit peu de tristesse dans la voix, qu'on va tous arriver à ce rendez-vous-là un jour. Et c'est tellement personnel, proche de nos croyances, de nos valeurs personnelles, qu'il me semble que c'était la façon de faire. Puis moi, je trouve qu'on a bien fait, puis que ça se déroule bien. Les gens qui sont opposés au projet de loi pour des très bonnes raisons ont la capacité de s'exprimer, puis de déposer un vote à l'Assemblée nationale qui va être un vote personnel. Et je trouve ça important. Sinon, la politique, ça se fait en se ralliant. Il n'y a pas de doute. Marc Saint-Hilaire. Un peu plus tôt cette semaine, vous avez mentionné le conflit qui perdure dans le domaine des concessionnaires automobiles. Et on a ce conflit-là qui va atteindre 1 an. Là. On a aussi eu le conflit à Rio Tinto Alcan, à Alma. Il y a eu avant ça le conflit au Journal de Montréal. C'est des conflits qui sont très longs. Le gouvernement ne s'est jamais vraiment impliqué, du moins, il n'a jamais été tough, pour reprendre votre expression. J'aimerais savoir dans quelle mesure le gouvernement pourrait intervenir dans ce genre de conflit-là parce que c'est vous qui l'avez évoqué. Oui, mais je l'ai évoqué parce que j'ai eu une rencontre... ça a fait grincer des dents. avec les syndiqués à Saint-Félicien. Je ne suis pas heureux de cette situation-là parce que, écoutez, c'est des familles, puis c'est l'économie régionale, bien sûr, qui s'en ressent. Puis c'est au coin de la rue chez nous. Je la connais, la situation. Mais maintenant, c'est une entreprise privée, puis le gouvernement ne s'insère pas dans une négociation pour imposer, par exemple, une solution dans l'entreprise privée. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Cependant, ce que j'ai entendu lors de ma rencontre, c'est qu'il n'y a pas eu de rencontre de négociation depuis février 2013. À ce moment-là, le rôle et la responsabilité du gouvernement, puis je repose la question sur l'activité des élus péquistes de la région, c'est de donner aux deux parties les outils nécessaires pour en arriver à une entente négociée. Une entente négociée, c'est toujours mieux que n'importe quoi d'autre. Alors, moi, j'ai demandé que le gouvernement, la ministre du Travail, nomme un médiateur au dossier. Parce qu'on est dans une situation tellement fermée où, en fait, chacune des deux parties ne veut pas demander le médiateur parce qu'il ne veut pas se mettre en position de faiblesse par rapport à l'autre partie. Fait que c'est de même, ça va durer éternellement. Alors, devant cette situation-là, puis devant les impacts que ça a, la responsabilité du gouvernement du Québec, c'est de donner les outils puis de nommer un médiateur pour que la négociation reprenne. Il va certainement avoir une conclusion à ce dossier-là. Je souhaite que ce soit une entente négociée. Par contre, je ne prends pas position, là. Hier, dans la discussion, on me parlait de différentes clauses, propositions. Non, je ne rentre pas là-dedans. C'est aux partis de s'entendre là-dessus. Le rôle de l'État dans un conflit privé, c'est de donner aux gens les outils pour le résoudre. Merci. Dernière question, Bertrand Tremblay. Oui, excusez-moi. M. Couillard, revenons à la recherche, aux emplois, tout ça. Ici, à l'université, il se fait beaucoup de recherches, surtout autour de l'aluminium. Oui. Est-ce que vous allez continuer d'encourager cette recherche en région? Parce qu'il va y avoir sûrement des arbitrages très douloureux avec le déficit que connaît le Rituel de Québec. Alors... moi, la réponse à votre question est claire. Oui. Jamais je vais laisser tomber les universités régionales.
On a des grandes universités montréalaises, puis à Québec, c'est clair, là. McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval, c'est des institutions mondialement connues. Elles ont un rôle, puis un environnement spécifique. Mais nos universités régionales, ce sont des pôles de développement social et économique indispensables. C'est un autre avantage qu'on a au Québec. D'ailleurs, dans mes années de consultation, où je donnais des conseils aux gens, c'est pas mal le fun de faire les choses soi-même, mais j'ai donné des conseils aux gens pendant quelques années. Lorsqu'on me parlait de l'économie du Québec, je présentais le réseau des cégeps et des universités régionales comme un atout économique. Parce que ces gens-là sont connectés, de la même façon que vous autres, puis nous autres pour l'aluminium, puis l'Abitibi pour les mines. L'environnement de la région trouve sa correspondance. Là, maintenant, il faut, soutenir la recherche avec une véritable stratégie de recherche. En passant, le petit jeu du gouvernement du PQ, les gens de la recherche l'ont bien compris. Ils ont commencé par couper 50 % puis ensuite, ils nous ont mis 20 % La fois qu'ils nous ont mis 20 % ils ont fait une annonce qui investissait en recherche. Bon, une méthode qui en vaut une autre, vous me direz, là, mais c'est assez particulier. Alors, une fois qu'on a soutenu la recherche, il faut soutenir le transfert de la recherche vers les jobs, vers l'entreprise. Et ça également, c'est le rôle du gouvernement, de donner des meilleurs modèles puis la meilleure assistance pour ça. Mais oui, on va soutenir nos universités régionales. D'ailleurs, vous parlez à celui qui a mis sur pied la faculté de médecine ici, là, puis ça fait partie des choses dont je suis très fier. Tu sais, l'écume sur l'eau, là, en voilà une brique qui va être encore là quand moi je serai plus là. Même chose à Trois-Rivières pour l'Université de Montréal. Alors moi, la vie en région, j'y crois. C'est pour ça que je suis venu m'installer en région, j'aime ça. Puis je veux que le monde ici sache qu'il y a un avenir pour eux et leurs enfants. Pour revenir, puis avoir une population qui grandit. Là, enfin, on semble avoir arrêté la saignée démographique dans la région. On s'est comme stabilisé. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut que le monde ait le goût de venir s'installer ici. Parce qu'il y a des carrières formidables dans la forêt et ailleurs également, dans l'aluminium. Alors oui, les universités régionales, puis les cégeps aussi. Moi, les cégeps régionaux, j'y crois. On peut en parler brièvement, là, parce qu'il y en a un chez nous, puis il y en a un peu partout dans la région. Puis vous savez qu'on a un défi avec les cégeps, parce que la population baisse au Québec. La population des jeunes, au cours des prochaines années, va en diminuant. Donc, il faut trouver d'autres façons. Alors, c'est quoi les façons? Bien, c'est d'avoir des programmes exclusifs pour les cégeps régionaux. Alors, chez nous, on a gestion des milieux naturels. Ici, à Jonquière, vous le savez, il y a les médias. Puis, il faut que ça reste exclusif. Parce que ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que quand un programme a du succès, les cégeps des plus grandes villes disent « ça marche bien, ça, je vais faire ça ici ». Puis là, ça devient plus exclusif, puis on perd l'attrait. Alors moi, je veux protéger les programmes régionaux exclusifs et puis également attirer les étudiants étrangers. Moi, ma découverte à Saint-Félicien depuis une couple d'années, c'est de croiser environ une 60aine d'étudiants étrangers qui viennent de partout dans le monde étudier la gestion des milieux naturels. Alors, les cégeps également, c'est important. Les centres collégiaux de transfert technologique associés aux cégeps, c'est important. Et les universités régionales. Merci beaucoup, M. Couillard. C'est déjà fini, chef. Oui, c'est déjà fini. Merci, M. Simard également. Merci tout le monde. Merci, à bientôt.